Superbe victoire d'Émeraude de Baie aujourd'hui sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Elle remporte le critérium de vitesse de la Côte d'Azur pour la 115e participation de sa part aux compétitions. Regardez cette superbe jument qui domine donc les débats associés à Franck Nivard aujourd'hui. Elle a fait la joie de tout son entourage, son entraîneur Benjamin Goetz et ses copropriétaires Hervé Carlus et Franck Nivard. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce grand débrief du dimanche 9 mars. Nous avons avec nous le plaisir d'avoir Guillaume Henberger, qui est le directeur de l'emploi et de la formation en charge de la FASEC et qui est avec nous aujourd'hui pour parler de l'emploi et des jeunes et même des moins jeunes qui font voilà, que les courses, c'est un écosystème vivant et bien vivant. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Content d'être avec nous? Ravi d'être avec vous, ravi de cette superbe journée de course à Cagnes, de très beaux résultats dont on va parler et puis un monde de l'emploi qui se dynamise avec de beaux challenges. Très bien. Avec nous pour parler de tout ça également, Jordan Philippi et Julien Philippon. Bonsoir à tous. Ça va, vous allez bien? Très bien, on ne peut mieux. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Alors vous disiez quelque chose, Guillaume, à l'instant même, et on va en parler tout de suite. Critérium de vitesse qui a mis à l'honneur des élèves de la FASEC, mais regardez, on va tout de suite démarrer. Et oui, c'est vrai que les élèves de la FASEC brillent régulièrement, et aujourd'hui en particulier. Aujourd'hui en particulier, avec un beau binôme à l'arrivée, à la victoire à Cagnes, de cette course magnifique. En plus, ça me fait plaisir parce que l'hippodrome de Cagnes est très actif sur les sujets de formation. Et le président Fourchet-les-Conti et toute son équipe ont noué des partenariats avec le rectorat de Nice pour attirer des jeunes à venir découvrir les courses et pourquoi pas intégrer nos formations. Et la Cocorico aujourd'hui, 2 Médine FASEC, un de Graigne, un de Grosbois. Et ça me rend particulièrement fier pour nos salariés, nos formateurs qui travaillent dur à former cette future génération. Alors c'est Benjamin Goetz et Franck Nivard qui sont passés par la FASEC quand ils étaient plus jeunes. Exactement. Ouais. On démarre à quel âge à la FASEC? On démarre à 14 ans en moyenne. Dès la 4e, on propose à des jeunes de nous revenir. Le gros des troupes arrive plutôt en seconde, sur des diplômes de bac professionnel ou de CAP agricole. Et puis après, en post-bac, on propose aussi des BTS. Très bien, on va en parler tout à l'heure. Ça nous met dans l'ambiance. Et ce qui va nous mettre dans l'ambiance, c'est ce critérium de vitesse avec Émeraude de Baie, 11 ans, 2e en 2024, 2e en 2023 et elle gagne en 2025. Oui, c'est son premier groupe 1, c'est assez étonnant, hein, Laurent, de savoir. C'est un fait amusant parce que cette jument de grande qualité a montré qu'elle était du bois des meilleurs. À Vincennes notamment, plusieurs accessites dans le Prix de France et de très belles places dans le Prix d'Amérique également. Et on va la voir ici, on a vu un moment stratégique, hein, Franck Nivard était à la corde et là il va pouvoir se décaler. Je pense que c'est là que la course se gagne pour Émeraude de Baie parce qu'il était finalement assez mal embarqué sur un 3e rideau côté corde. Et puis elle va trotter à 2 le nez au vent, on va le voir, d'étonnant qui d'ailleurs réalise une superbe rentrée. Et regardez Émeraude de Baie qui va déborder à cet instant étonnant. Gohan Boy qui vient à l'extérieur pour attaquer Émeraude de Baie, on va en reparler, eh bien fait la faute et Émeraude de Baie file vers un facile succès. On a l'impression que la jument n'a pas vraiment été poussée dans ses retranchements par Franck Nivard. Formidable, elle gagne en 1,17. Hein, oui, c'est une piste qui était assez tirante, assez collante et c'est vrai que le temps est très bon, le style y est. Elle avait un numéro qui permettait également d'adopter finalement toutes les tactiques, mais je pense vraiment encore une fois que le fait de se décaler dans la ligne d'en face, le fait c'est là où se construit la victoire. Exactement, le fait qu'Ampia Amédée cherchait un dos à ce moment-là et la laisse sortir, ça a changé toute la physionomie de la course. Julien, je sais que vous êtes attaché à des chevaux comme ça qui ont une histoire. Oui. Et elle a une sacrée histoire, Émeraude de Baie. Oui, venu des réclamer, changer d'entourage, pris beaucoup de gains. En attendant les premières courses, Benjamin s'est forcé de la mettre. Enfin, pas Benjamin qui l'a drivé, mais on s'est forcé de la courir derrière. On l'a façonnée en venant en finir, en accélérant très fort. Et puis petit à petit, elle a fait que grimper les échelons. Benjamin est avec nous, on va pouvoir le féliciter parce qu'il a fait un super travail. Bonsoir Benjamin, merci d'être avec nous parce que je sais que vous êtes sur la route. C'est bien cela? Oui, bonsoir. Voilà, on voit, vous êtes au volant, vous êtes arrêté là, tranquille. Oui, on s'est arrêté, ouais. Très bien. Bon, bah bravo pour cette belle victoire et ce travail que vous avez effectué avec cette jument. Ça fait combien de temps que vous l'entraînez, Émeraude de Baie? C'est vrai que ça fait un certain temps, ça fait plusieurs années qu'on est tous les jours avec. Donc voilà, c'est un bel aboutissement de pouvoir gagner un groupe 1 avec une jument comme ça. Toute la famille s'en occupe tous les jours comme une championne. Ça fait longtemps, donc elle est importante pour nous. Alors c'est une histoire incroyable, on le disait à l'instant même, achetée à réclamer, elle a gravi les échelons et puis bon, maintenant elle évolue au top niveau depuis plusieurs années. Bon, 2 fois 2e de ce critérium, bon, elle méritait enfin de passer le poteau en tête quand même, c'était le moment ou jamais à 11 ans. Et oui, en plus c'est ça, ce qui lui manquait dans sa carrière, c'est une victoire de prestige de groupe 1. Elle a réussi à avoir ce Graal aujourd'hui, donc on est vraiment très heureux.
Quelques mots aussi sur la suite. Vous avez évoqué le fait que, a priori, vous vouliez peut-être vous arrêter là, mais on vous a entendu cet après-midi sur Equidia. Vous avez dit, bon, on va peut-être aller en Italie au mois de mai. Vous êtes invité. A priori, c'est la décision qui va être prise. Ouais, mais c'est pas une jument qui fait bien le printemps. Donc, on savait pas trop. Après, avec Hervé Carlus et Franck Nivard, ça dépendait aussi d'aujourd'hui. Si elle courait mal aujourd'hui, on aurait pris d'autres options. Mais la jument est bien. Et puis, on va tenter notre chance à l'étranger. C'est pas la vraie jument qui est capable d'aller sur des petites pistes de 1000 mètres. Elle est plutôt des grandes pistes comme Cagnes. Ça lui va totalement. Avec des virages qui sont pas trop relevés. C'est pas une grande vireuse, donc c'est ce qui nous embête un petit peu. Mais c'est la vraie jument de courte distance. Alors, de toute manière, on n'a plus trop le choix cette année, on va y aller et puis on va forcer le destin. On a vu son palmarès. Ouais, écoutez, on espère qu'elle va ajouter un fleuron à son palmarès magnifique. La loterie de Naples au mois de mai se courait auparavant en octobre, encore auparavant au mois de mai. Il y a eu un petit jeu de ping-pong, mais elle revient au mois de mai. Comment vous avez vécu la course, Benjamin, ce passage à la minute d'en face où elle peut se dégager de la corde? Vous aviez un œil sur Go On Boy. Enfin, je sais pas comment on vit une course d'émeraude. Ouais, j'étais heureux que Franck fasse ça. J'ai dit surtout reste pas là. C'était bien parce que étonnant, on est amis avec Rich Westering. On est content, on est premier, deuxième, on est dans le sud-ouest en plus. On a apporté les couleurs du sud-ouest. Et à ce moment-là, je me suis dit sort parce qu'étonnant est bien, mais il va pas aller au bout. Donc Go On Boy est loin. Les autres me faisaient pas trop peur, surtout qu'il reste pas là, qu'on soit pas mal pris. C'est là qu'on se visait quand même de la jument, on avait quand même un peu visé ça. Donc je dis surtout sort à ce moment-là. Et j'étais avec ma femme, on était tous les deux, on était heureux qu'elle sorte, on s'est dit là on est bien. On s'est retrouvé innovant même s'il y avait beaucoup de vent en face. C'était peut-être un mur à prendre, mais autour de nous, on avait la mesure de tout le monde, on était sûr d'avoir la mesure. Et avec ma femme, on était ravis, on regardait ça, on a dit tiens, maintenant on va pouvoir rigoler. Bravo en tout cas Benjamin. Une dernière chose avant de vous quitter et de vous laisser reprendre la route. On parle avec Guillaume Henberger aujourd'hui de la Facette, une école par laquelle vous êtes passé. C'est une école qui vous a apporté beaucoup au début de votre carrière? Moi j'ai eu la chance à cette époque-là de travailler chez Jean-Pierre Dubois. J'ai fait mon alternance là-bas, j'ai fait Graigne, un BEPA à l'époque, un BEP. Et puis après j'ai fait un bac pro à l'école de Grosbois. On était plusieurs, dans ma promotion on était, ce qui reste c'est que des professionnels, après tous les autres avaient disparu un petit peu, mais moi j'ai trouvé ça assez sympa. C'est vrai que quand on est à l'école on n'a pas envie d'y rester, mais quand on en quitte on a toujours envie d'y retourner. On a passé des très bons moments là-bas, c'était très sympa, une époque où on était tous vaillants et on pensait aux courses et à aller aux courses, et voilà, ce qui est un petit peu perdu par les jeunes maintenant, on avait la passion. Guillaume, vous voulez dire quelque chose? Ouais, je voulais profiter de l'antenne pour inviter Benjamin à venir témoigner de son expérience dans les écoles, puisque l'un des axes sur lesquels on essaie de beaucoup travailler, c'est la restauration de la culture course pour nos jeunes, et donc de faire revenir nos anciens, parler de ce qu'il vient de dire là en direct et leur parler de leur expérience. Donc Benjamin, je récupérerai vos coordonnées et vous êtes le bienvenu quand vous voulez. L'invitation est lancée. Ouais, merci, mais je suis un peu old school moi peut-être. Je suis un peu old school moi peut-être. Et c'est comme ça qu'il faut interpréter, c'est comme ça qu'il faut voir le métier. Il faut être passionné, il ne faut pas compter ses heures, il faut être content de faire ce qu'on fait, d'être fier de pouvoir emmener nos chevaux au top, de s'en occuper tous les jours. C'est une chance qu'on a, c'est pas forcément une vie forcément facile dans les autres métiers de travailler tous les jours. Avec les chevaux, c'est une belle vie. Voilà, c'est super de les voir, les côtoyer, pouvoir les voir en course, gagner, s'en occuper. C'est quand même assez magique. Voilà, on vit des moments assez incroyables. Aujourd'hui, on a vécu un moment incroyable. J'étais avec ma femme, on était tous les deux. On a vécu un moment super. On s'en occupe tous les jours de cette jument-là. Et c'est vraiment un bonheur. Donc, on a la chance de faire un beau métier quand ça marche bien, forcément. Et voilà. Donc, moi, je souhaite à tout le monde de vivre des moments comme ça. C'est vraiment des moments assez uniques. Et de vivre avec les chevaux, pouvoir côtoyer tout ça en famille, c'est vraiment super. Voilà, on s'est régalé aujourd'hui. Toute la famille s'est régalée. En plus, j'ai mon fils qui a couru la jument, j'ai Robin qui était 4e avec cette jument-là du Prix de France l'année dernière. Donc c'est vraiment une totale réussite pour nous. On est super heureux, c'est beaucoup d'émotions aujourd'hui. En tout cas, on le ressent. Merci Benjamin d'avoir été avec nous, merci beaucoup et plein de bonnes choses pour l'Italie. Et puis on se revoit d'ici là avec d'autres chevaux d'autres écuries. Merci d'avoir été présent dans l'émission.
Merci à tous. Allez, on poursuit avec un autre cheval dont on a déjà parlé, étonnant. Là aussi, c'est une belle histoire, hein, c'est incroyable. On se disait qu'on ne le reverrait pas, on pensait qu'il ne reviendrait pas, et il est revenu. Étonnant, il se back. Oui, effectivement, et il porte vraiment bien son nom, encore une fois, j'ai envie de dire, parce que c'est un cheval qu'on avait, j'ai envie de dire, pour certains, et j'en ai fait partie, peut-être condamné, parce qu'il a été victime de nombreux soucis. Et vous le voyez là sur ces images. Le cheval va prendre la tête, on l'a senti d'ailleurs dès le hit, hein, le cheval était très frais, il avait beaucoup d'allant, il avait beaucoup de gaz, hein, c'est ce qu'a d'ailleurs confié Richard Westerink avant la course, et on a vu le vrai étonnant, le étonnant qu'on connaît, qui a du mordant, qui serre les dents jusqu'au poteau. Alors là il est pris de vitesse, j'ai envie de dire, par une émeraude de bec, un jeu de jambes qui est beaucoup plus prononcé, qui est beaucoup plus tranchant, qui est étonnant, qui est un cheval qui est très dur à l'effort, et là il est débordé par émeraude de bec mais ne démérite pas. J'ai envie de dire qu'on a vu le vrai étonnant, un cheval qui est capable de figurer au plus haut niveau, le cheval qu'on a vu dans l'Elite Loft il y a quelques années. Alors moi j'avais entendu, vous savez comment c'est, Guillaume, hein, quand un cheval comme ça revient, il y a des gens qui disent mais pourquoi il revient, il est cuit, il va rien faire, c'est pas possible, Westerink il est dingue, etc. Bon bravo Richard. Bien sûr, il n'avait pas gagné depuis le 15 juillet 2023 et pas performé depuis ce mois de juillet 2023, mais pour autant il connaît son cheval par cœur, et d'ailleurs il a toujours dit qu'il avait pensé plusieurs fois de l'arrêter et que là il sentait vraiment le cheval lui sauter un peu dans les bras le matin, donc le pari est réussi. Et c'est un cheval qui a connu tous les aléas, il a eu la maladie de Lyme, ou de Lyme, je ne sais plus comment on dit. Comme Timoko d'ailleurs. Voilà, il a eu des problèmes de santé importants, il a vraiment tout connu, il revient, il est vraiment dur. Ouais, il a beaucoup de morale, c'est un cheval qui a beaucoup de mordant et qui est vraiment épatant, parce qu'on l'avait vu, je parlais de l'Elite Loft, il avait fait un truc de dingue, hein, en faisant une faute dans l'avant-dernier tournant, il a fait des choses qui sortent de l'ordinaire, et il le prouve encore aujourd'hui. Ce qu'on a envie, c'est de le revoir en France. Malheureusement, je pense qu'il est touché par la limite d'âge comme émeraude de baie, mais on espère pourquoi pas le revoir à l'Elite Loft. Je pense qu'il va d'ailleurs peut-être être invité, on peut le souhaiter. À suivre. Guillaume, on va enchaîner, on va parler de Gone Boy, c'est un cheval que vous avez vu cet hiver à Vincennes. Il était favori aujourd'hui, et puis qu'est-ce qui s'est passé, Jordan? Eh bien écoutez, j'ai l'impression que le parcours, c'est plutôt une affaire de circonstances, j'ai envie de dire, parce que ça s'est mal passé dès le départ. Pourtant, au bout de 50 mètres, c'était tellement bien mis, c'est-à-dire au bout de 50 mètres... Les premiers 50 mètres, on s'est dit c'est fait. Romain s'était décalé dans le dos d'Emeraude, ça avait l'air tout bien. Franck a plongé en dedans, étonnant, a avancé d'un coup, Santomolo est venu sans venir et c'était fini. Et là, on l'a pas vu sur ces images, mais c'est dans le tournant que ça se passe mal, parce que le cheval qui est devant lui, Eddie Girifalcojo, plafonne. Il avait pris l'option du wagon de la 3e épaisseur, et forcément Romain Derieux a dû venir en 4e épaisseur, prendre le tournant au large, et ensuite le cheval venait pour jouer un accessite lorsqu'il a fait la faute à mi-ligne droite. J'ai envie de dire, il y avait pas mal de paramètres aujourd'hui qui étaient quand même particuliers, le vent, la pluie, ce parcours-là, venir en 4e épaisseur dans le tournant, c'était pas facile. Je pense qu'il faut pas lui en tenir rigueur, et que le cheval fait quand même une perf intéressante avant sa faute. Guillaume, les courses, c'est pas toujours simple. C'est ce que disait Benjamin tout à l'heure, il faut garder la foi, parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. Mais c'est exactement ce que disait Benjamin, et la magie des hommes de chevaux, des passionnés, du travail fait avec étonnant, d'être capable de croire encore, de savoir. Et ce que j'adore dans les courses, c'est évidemment le cheval, mais l'homme qui va faire le cheval. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de course sans les hommes, et le travail qui est fait, la vista, la réflexion qu'il y a derrière de l'entraîneur d'étonnant. Et je sais que Romain, aussi Medina Fasek de Grosbois, je vais souvent le dire, mais est un super entraîneur, et reviendra encore plus fort avec Gone Boy. Il l'avait fait à Vincennes après le Prix d'Amérique, et là il sera de retour, aucun souci. Et c'est vrai que, on va le dire régulièrement ce soir, hein, tous ces entraîneurs, tous ces drivers, tous ces jockeys, ce sont des gens qui sont passés en grande majorité par la Fasek. Et puis tous ceux qui travaillent au sein des écuries, on en parlera plus tard, eux aussi sont passés par la Fasek, qui est une école d'excellence. On peut le dire aussi peut-être en quelques secondes, une école vraiment qui est reconnue à travers le monde. Qui est reconnu, qui est voulu à travers le monde. On est à juste titre, mais souvent exigeant à l'égard de la Fasek à l'extérieur, mais très souvent les entraîneurs anglais, australiens, japonais au Moyen-Orient me disent mais rendez-vous compte de la chance que vous avez d'avoir construit en France ce modèle unique du PMU, et qui derrière permet notamment à la Fasek, en tant qu'acteur de l'emploi, pas simplement sur ses écoles mais aussi sur ses recrutements, d'aider la filière. Je vais vous raconter une mini anecdote. Je visitais Newmarket, on me fait monter dans la voiture de Sir Mark Prescott à 7h du mat en complet cravate, et il me dit, les entraîneurs, en anglais dans le texte, les entraîneurs français ont une chance, mais ils ne la réalisent pas, c'est d'avoir la Fasek, parce que moi je forme sans avoir la Fasek des jeunes dans mon écurie, et je sais la charge, je sais le travail que c'est de les amener au meilleur niveau. Voilà. Alors, vous savez ce qu'on va faire, Guillaume, parce que là aussi, il faut de la formation, il faut du travail, de l'exigence le matin quand on parle d'obstacles. On va parler de l'obstacle, parce qu'à Auteuil, il y avait une belle réunion samedi. On y va.
C'est vrai qu'il faut du boulot pour aller vers Auteuil et du boulot avec les hommes et avec les chevaux, Jordan. Et il y en a un qui a fait du bon boulot, c'est Kif Kif Bourrico. Exactement, et son entraîneur Gabriel Linders qui a toujours estimé ce Kif Kif Bourrico et il lui a donné raison ce samedi en remportant le prix Troytown. Donc c'est la deuxième étape des Grands Steeplechase Masters préparatoire au prochain Grand Steeplechase de Paris. On le voit, c'est la Kazakh du Haras de Saint-Voir qui était cerclée il y a quelques instants. On l'a vu partir assez benoîtement, se placer en 5e position du petit peloton. Il y avait Kadam qui effectuait donc sa rentrée, on va en reparler. On le voit sauter la rivière. Kif Kif Bourrico est plutôt bien, même s'il s'est un petit peu, affaissé à la réception, mais sans gravité. Il va ici franchir le Riley Chain Fence, pour la première fois d'ailleurs, tout comme Kadam et tout comme Kentucky Wood, ces trois-là le découvraient, ce juge de paix, ce plus gros obstacle d'Auteuil. Et Kif Kif Bourrico, qui a donc pris les devants au bout de la ligne opposée, va résister à l'assaut de Kadam, qui va lui porter une bonne mais vaine attaque jusqu'au bout. Et on voit le cheval déployer de très belles foulées jusqu'au bout. Il l'avait montré d'ailleurs par le passé, parce qu'il s'était déjà imposé sur le steeple d'Auteuil. Mais là, c'était une première à un tel niveau. Il bat le gagnant du groupe 1 de fin de saison dernière, Kadam. Donc il a vraiment montré qu'il était dans la cour des grands aujourd'hui, ce Kif Kif Bourrico. Avant de retrouver Gabi Lender, Julien, vous êtes surpris par cette performance de Kif Kif Bourrico? C'est un cheval qui est en plein sur la montante. On sait très bien que les élèves d'Arnaud Chaillet n'arrivent jamais tout à fait prêts pour faire une course de rentrée. Le cheval avait l'avantage d'avoir couru à Pau. Il a débuté il y a moins d'un an en haie. C'est que son 5e parcours en steeple. Il a enchaîné 4 victoires et il est vraiment sur la montante. Il a aussi l'avantage d'avoir les 4 kilos d'écart avec Kadam. Mais Kadam a fait que le pousser pour finir, n'a pas refait 1 centimètre sur lui. Et c'est vraiment, moi je crois que la discipline, contrairement à ce qui se passait avant, je pense que l'année de 5 ans est devenue une année plutôt clé à exploiter à fond plutôt qu'à économiser comme ça se faisait il y a 20 ou 30 ans. Et je pense que les chevaux sont jamais aussi bons qu'à 5 ans. Donc il était très beau dans le rond de présentation. Alors, il avait une condition physique peut-être plus avancée, je pense, que Kadam. Comme très bien. Super transition. Gabi Lenders est avec nous. Alors attention, Gabi, on vous salue. Merci d'être avec nous. Vous connaissez tout le monde sur le plateau. Guillaume, vous connaissez Guillaume également? Bonjour tout le monde, on s'est croisés en réunion pour le comité. Oui. Bon, on va parler de la facette avec vous aussi dans quelques instants, mais avant tout parlons de Kif Kif Bourrico. Hier, je vous ai entendu sur Equidia, vous avez peut-être envie d'aller vers le grand steeple, a priori, non? La décision, je ne vais pas la prendre tout seul. Il y a évidemment Nicolas de la Geneste et Justine, sa fille, qui vont m'aider à la prendre. Comme Julien l'a dit, c'est un cheval qui il y a 1 an, il n'avait pas débuté, donc il faut peut-être pas brûler les étapes et le construire gentiment. Maintenant, il faut que je reparle avec Nicolas et Félix aussi, qui va nous donner son sentiment. Moi, j'ai noté 4 courses au printemps en steeple et 3 courses en haie possibles. Je vais proposer, puis après on va en parler. Après. Soit on fait un parcours parallèle pour ne pas lui faire mal, en visant la Jousselin, ou alors on fait les gros bras et on va sur un grand steeple, mais peut-être en repassant par les haies, auquel il y a une course le 3 avril. Voilà, j'ai plusieurs options. Et, voilà. Mais c'est un jeune cheval et il ne faut pas se presser. C'est quoi ses points forts à ce cheval-là, selon vous? C'est le vrai chaser, c'est un rouleau compresseur. Plus on fera de distance, plus il va dans le lourd, malgré tout, il a un très gros changement de vitesse, bizarrement, mais c'est vraiment un rouleau compresseur qui peut manger du kilomètre sans prendre dur. D'ailleurs, hier, les bons chevaux qu'Adam et Kif Kif étaient en dessous de leur train, on leur a vu faire des fautes parce qu'ils n'étaient pas confortables à ce rythme-là. C'est des chevaux qui sont capables d'aller à une vitesse très élevée, très longtemps. C'est vraiment Guillaume Macaire a dit que dans le grand style, faut des chevaux, c'est le cheval le moins fatigué qui gagne. C'est un profil de cheval pour ça. Maintenant, il y a beaucoup de bons chevaux et je dis pas qu'il va le gagner, mais il a le profil pour, en tout cas. D'ailleurs, Gabriel, c'est un cheval que je crois que vous avez toujours estimé, vous avez tenu en grande estime dès ses débuts. Il avait d'ailleurs, je crois, débuté par un succès sur les haies d'Auteuil. Qu'est-ce qui a fait que le cheval a mis un peu de temps à se déclencher finalement? Parce que c'est vrai que s'il avait commencé de la meilleure des manières, ensuite ça avait été il avait mis un petit peu de temps à trouver son rythme de croisière. On sent un cheval qui arrive à maturité. Qu'est-ce qui a fait que il a pris du temps finalement pour trouver ce rythme-là? Après sa victoire, on s'était un peu trompé de stratégie en le montant offensif en haie. Ce qu'il a pas du tout aimé. Et la course d'après, c'est un cheval qui a du caractère. Il a ce qu'on appelle un œil blanc. Donc ils peuvent avoir un petit peu de caractère, ces chevaux-là. Et après, Gabin l'a monté dans une listed et il a penché, comme s'il n'avait pas aimé la course d'avant. Il a fallu qu'on lui redonne du moral. C'est pour ça que je suis repassé vers Dieppe sur un autre hippodrome qui reprenne confiance en lui. On a juste cherché à faire les lignes droites. On a voulu reconstruire son moral. Et après, quand on a été à Auteuil en steeple, depuis, ça a été parfait. Mais
peut-être qu'une erreur de stratégie le week-end du Grand Steeple l'année dernière en voulant le montant offensif. Il n'a pas du tout aimé. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention à pas lui faire mal, parce qu'on lui a fait une fois mal et moralement, il n'a pas aimé. Alors quand je dis mal, c'est mal moralement, pas physiquement. Auquel trop offensif, ça ne l'a déplu. Voilà. On voit le palmarès de ce Grand Steeple Chase Master Prix Troyton. Dernier gagnant du Grand Steeple à avoir remporté ce Grand Steeple Chase Master Prix Troyton, c'est Rosario Baron. Et juste avant, Seljem. Donc c'est plutôt encourageant. Ça fait 2 gagnants dans les 3 dernières éditions. Vous allez tenter aussi peut-être le challenge Grand Steeple Chase Master, parce qu'on sait qu'il y a quand même des sommes importantes à la clé si jamais vous alliez vers le Grand Steeple. L'argent ne rentre pas en ligne de mire. C'est le cheval qui va nous dire. Je pense que quand on a la chance d'entraîner les chevaux comme ça, c'est pas une question d'argent, c'est une question de le construire pour un jour le gagner. Et donc, soit il sera apte au moment présent cette année. S'il l'est, on le fera. Et s'il nous dit que c'est trop tôt, on va faire très tranquillement. Il y a une génération de vieux chevaux qui est très très bonne, qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on verra à mon avis la prochaine fois. Des grandeurs nature, des grandioses, des chevaux fabuleux. Même Rosario Baron, on a vu l'ombre de lui-même à Pau, mais on se rappelle quand même de ce qu'il a fait et c'est un cheval extraordinaire. Donc on va rester très humble et on va s'adapter aux autres et à notre cheval, à mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Très bien. Un dernier mot avant de vous laisser, Gabi. On parlait de la FASEC tout à l'heure en démarrant ensemble. Je rappelle que vous êtes passé, par le rang des amateurs avant d'embrasser cette carrière d'entraîneur. Vous avez eu des victoires sur les obstacles. Pourtant, vous êtes très grand, grande taille, mais voilà. Je crois qu'il est dans le Guinness, d'ailleurs, il me semble, comme l'un des jockeys les plus grands de l'histoire. Vous mesurez combien, Gabi ? 1m94. Ouais, c'est assez incroyable d'imaginer. J'ai monté à 64,5 kg mon record. Ouais. Oh là là, incroyable. Combien de victoires vous avez d'ailleurs ? Oh, j'étais pas très fort. J'étais plus cavalier, je dois avoir 28 gagnants. J'étais plus à penser à l'avenir que penser à gagner des courses. Ouais, mais c'est quand même très très bien. Qu'est-ce que vous pensez en 2 mots de ce que fait la FASEC en France ? Déjà, il y a eu un net progrès de la part de la FASEC depuis que ça a changé de directeur. Et je l'en félicite, c'est pas parce qu'il est sur le tableau, mais sur le plateau, mais quand les gens sont bons, c'est important de leur dire. Et quand ils sont pas bons, c'est important de leur dire aussi, ce qui n'est pas toujours accepté, mais bon, c'est comme ça. C'est des gens qui sont clés pour nous. On a du mal à recruter du personnel et on compte beaucoup sur leurs compétences. Pour ça qu'ils ont une obligation d'être bons pour que toute la filière enchaîne, parce que maintenant on est obligé de recruter des Indiens, tout ça. Bon, c'est quand même compliqué. On préférait quand même pouvoir se fournir chez nous. Et voilà, on a une part de responsabilité avec le respect de notre personnel. Je pense que tout le monde commence à prendre conscience. Les horaires sont maintenant beaucoup mieux pour tout le monde. On a une convention collective qui est très bien. On est en partenariat avec les syndicats. Mais la base de tout, c'est la FASEC qui permet de former les gens. Et c'est très important pour nous d'avoir des gens compétents à ce poste et qui expliquent ce que c'est la filière des courses. Et je pense que c'est fait de mieux en mieux en tout cas. Voilà. Très bien. Merci David d'avoir été avec nous. Et tout à l'heure, on va évoquer tout ça avec Guillaume, bien sûr, qui a apprécié vos propos. On poursuit. On parle de Cadam très rapidement, qui a fini 2e donc, de cette course derrière Kif Kif Bourrico. Bien ou pas bien ? Bien. Je trouve voire très bien parce que le cheval effectuait sa rentrée contrairement au lauréat Kif Kif Bourrico. On va le voir ici bondir sur la rivière des tribunes. Pour y avoir été hier à Auteuil, le cheval était dans une condition physique, comme Julien le rappelait. Voilà, il n'a pas couru de l'hiver, il était dans une condition physique un peu moins avancée. Il s'est montré un petit peu brillant, effectivement. On l'a vu à la sortie du tournant. Et il a franchi relativement bien malgré tout le Ridey Chain Fence en faisant une petite foulée supplémentaire pour pouvoir le négocier du mieux possible. Kif Kif Bourrico lui prend l'avantage et ensuite on n'a pas vu le Cadam qu'on connaît avec son accélération extrêmement tranchante, mais je pense qu'il avait besoin de cette course. Il avait quelques kilos en trop à mon sens. Le cheval court très bien parce que même s'il ne fait que pousser Kif Kif Bourrico, on voit qu'il se détache des autres en compagnie du gagnant. Donc rien à dire. Voilà, on sait qu'en plus Arnaud Chaillet, comme le disait encore une fois Julien à juste titre, prépare les gros objectifs plutôt que les préparatoires. On va enchaîner parce qu'on a pris un peu de retard. Je suis un peu bavard. Nous sommes un peu bavards. On va enchaîner avec le Duc d'Anjou et Sobriquet, Jordan. Oui, effectivement, Sobriquet qui reste invaincu pour sa 3e sortie sur le Steeple Chase. C'est pourtant la première fois qu'elle sautait ce samedi la rivière des tribunes. Elle l'a bien
bien fait, elle a tout bien fait d'ailleurs, cette pensionnaire de Marcel Roland. Alors elle a effectué une rentrée, mais elle avait pas mal de travail, hein, c'est ce qu'a dit Ludovic Philippon après la course. On va voir voilà, cette pouliche sauter la EDC. Elle avait un avantage au poids aussi qui a peut-être joué dans le fait qu'elle s'est imposée. Elle a été plus allante hein, que lors de ses sorties de la fin de saison passée. Elle a été vraiment tout de suite de l'avant, elle avait du bon gaz, alors qu'elle avait parfois tendance à être un petit peu prise de vitesse. Et lorsqu'elle a pu prendre l'avantage à la sortie du tournant, malgré qu'elle se soit montrée très gauchère hein, toute la route, on l'a vu sur les obstacles et notamment sur la dernière haie, elle a un petit peu penché sur sa gauche, et bien elle l'a fait, j'ai envie de dire, avec autorité. Alors c'est vrai que son dauphin n'est peut-être pas le cheval qu'on attendait à cette place-là, c'est Lucchino Nantais qui est passé notamment par les réclamés à Cagnes cet hiver avant de remporter le grand steeplechase des 4 ans à Cagnes. En tout cas, voilà, Sobriquette le fait bien, elle prend la route évidemment du prix Alain Dubreuil du prix Ferdinand Dufort dans quelques semaines. On a vu À Cœur du Berlay qui fait sa rentrée, qui était favori. Julien, on va faire un petit focus alors qu'on voit ici le palmarès hein, du Duc d'Anjou et ce que ça donne dans le Ferdinand Dufort avec Rontos Ganamos qui est le dernier à avoir réussi le doublé. À Cœur du Berlay, on va en parler quelques instants car c'était le favori. Julien, qu'avez-vous pensé de sa réapparition? Il n'a jamais été trop dans le coup, il s'est laissé reculer, il finit pas mal mais sans jamais faire illusion. C'était pas la journée Chaillé hier, tous les chevaux qui étaient partis grands favoris. Pas vu le grand hacker et malgré tout il finit pas trop mal. J'ai l'impression que la prochaine fois il faudra le concerner un petit peu plus, peut-être en le mettant un peu plus dans la course. Les prochains coups on abordera les 2 tours piste intérieure, ce qui sera sûrement très positif pour lui. Je peux pas vous dire que c'est une bonne course, c'est pas une très mauvaise course non plus. Il court mieux que ne l'indique son classement, ceci dit, hein, parce qu'il est 7e, il me semble. Mais regardez, on va voir là, il va, selon une expression que j'aime bien, il va vraiment kicker sur le plat final. Ouais. Il va refaire pas mal de longueur quand même. Il reste 7e, quoi. Voilà, mais l'action pour finir, elle est loin d'être mauvaise. Après, il y a le terrain aussi qui a changé par rapport à la fin de saison passée. On avait des terrains beaucoup plus profonds. Là, le terrain était un petit peu plus ferme. Mais voilà, c'est encore une fois un Chaillé qui faisait sa rentrée. Et je pense qu'il ne faut pas lui en tenir rigueur. Guillaume, on va regarder une très belle impression que nous avons vue hier à Auteuil. C'est Moody Risk qui a gagné le prix Virland. C'est une impression de classe. Vous allez nous dire ce que vous en pensez dans 2 secondes, mais Jordan va nous en parler tout de suite. Ouais, elle a vraiment très bien gagné cette Moody Risk. Et encore une fois, j'étais à Auteuil. Et Dominique Bressou, après le passage du poteau, était vraiment épaté. Je pense qu'il l'a toujours aimé. Mais ce qu'elle a fait ce samedi, c'est vraiment très impressionnant. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il y avait le cheval en liberté qui l'a quand même embêté à ce moment-là du parcours et quasiment toute la ligne opposée et même dans la ligne droite. Lord Brett, le pensionnaire de François Nicole, est avec elle à l'entrée de la ligne droite et regardez l'écart qu'elle va creuser avec son poursuivant direct. Il n'y a que le lâcher qui est avec elle. Ouais. Voilà, il n'y a que le lâcher qui est avec elle mais qui a 60 kg en moins sur le dos. Et regardez l'écart qui va se creuser considérablement aux abords du poteau. Et ça va vraiment laisser une impression visuelle très convaincante. J'en profite pour préciser une chose, c'est qu'on a vu un pensionnaire d'Arnaud Chaillé terminer 4e, un certain Assadam, que j'attends de voir avec grande impatience sur le steeplechase. Ouais, vous nous avez dit que ça peut être le gagnant du Grand Steep dans 2 ans. Je pense qu'il peut gagner un Grand Steep dans 2 ans. À suivre. Le pari est pris. Vous appréciez ce genre de démonstration? Énormément. Alors déjà, je pense qu'on peut quand même saluer la qualité de la piste à Auteuil. Il valait mieux être à Auteuil ce week-end avec le soleil qu'à Cagnes ce dimanche. Mais le travail qui est fait par les équipes de France Gallo après la dernière réunion à Auteuil où la piste était catastrophique sous des seaux d'eau, pour la remettre en état, c'est quand même sublime. Et puis Dominique Bressou, entraîneur de dragée. Ancien de la Fasec. Ancien de la Fasec, mais surtout amoureux, un amoureux fou des chevaux sur ce petit centre, mais tellement charmant de dragée Roton, sur lequel on est en train, on y reviendra, de développer avec la mairie une offre d'hébergement pour les salariés des curés de course du centre, pour aider ce centre aussi à émerger, parce que quand vous êtes à côté du Mont Saint-Michel, c'est pas simple de se loger quand on est salarié des curés de course. Ah oui, ça aussi c'est important, c'est une donnée aussi essentielle pour tous ceux qui travaillent dans les écuries. On fait une petite pause et on revient tout de suite pour la suite de ce grand débrief. Restez avec nous. Vous êtes avec nous pour le grand débrief de ce dimanche 9 mars avec Guillaume Henberger qui nous accompagne, directeur de l'emploi et de la formation en charge de la Fasec, et puis toujours Julien Philippon et Jordan Philippi. Messieurs, écoutez, je vous propose tout de suite que nous parlions d'une journée importante qui a eu lieu hier, la journée des droits des femmes, et surtout on va parler de la place des femmes dans le monde des courses qui nous passionnent. Alors, quelle place pour les femmes? J'ai envie de dire, Julien, cette place, elle est de plus en plus importante et tant mieux.
Elle est déjà de plus en plus importante dans nos écuries le matin, puisque je pense, Guillaume va peut-être préciser la place, mais en pourcentage de salariés hommes-femmes, c'est... On a passé l'année dernière les 40%. D'accord. Donc c'est une lame de fond, la féminisation, et comme le disait le poète, la femme est l'avenir de l'homme, mais dans les courses particulièrement, 75% de jeunes filles en formation dans nos campus. C'est ça, 75%, donc c'est... On a des chiffres là. Les femmes, plus de 40%, et cette tendance continue d'augmenter, et je réinsiste, la FFE, première fédération sportive féminine. Nous sommes le seul sport à offrir la possibilité à une femme et un homme de concourir l'un contre l'autre. C'est une chance exceptionnelle. Et il faut le considérer comme une chance. C'est une chance et une opportunité exceptionnelle. Moi, personnellement, j'en suis convaincu, à la FASEC, on en est convaincu. Déjà parce que ça apporte une complémentarité. On vous dit, les professionnels vous disent, la main d'une femme, la main d'un homme sur un cheval sont différentes et peuvent être complémentaires. Et le fait d'offrir à l'homme et à la femme de concourir aux Jeux Olympiques, la seule médaille olympique qui peut être remportée dans une même compétition par un homme et par une femme, c'est en équitation. Tous les autres sports sont séparés. Et donc c'est un vecteur d'attractivité aussi pour les jeunes femmes que nous rencontrons et qui intègrent nos formations, parce qu'elles veulent pouvoir concourir. Non, mais la question peut se poser des deux côtés, parce qu'effectivement, dans tous les autres sports, on voit bien que hommes et femmes sont séparés. On n'imaginerait pas une course d'athlétisme avec un homme concourant contre une femme. Les chronos en attesteraient, l'homme aurait un avantage bien plus important. Et aujourd'hui, on peut regarder sur tous les échiquiers mondiaux, les femmes ont encore majoritairement du mal à intégrer les top 10 ou à monter. Le jour où vous verrez 5 femmes monter dans l'Arc de Triomphe, je pense qu'on pourra dire que le pari est absolument gagné, mais c'est extrêmement difficile dans la discipline des courses de faire concourir les deux sexes sous le même... Alors Julien, la même je vais vous montrer un tableau qui va vous intéresser. C'est le nombre de femmes dans le top 50 depuis 2017. Depuis 2016, alors 2016 c'était 0, mais 2017 c'était 3, on a commencé à employer la décharge. Et regardez, aujourd'hui en 2024, on a 11 femmes dans le top 50 des jockeys français. On peut vraiment, de façon irréfutable, ce tableau nous montre à quel point la décharge a été extrêmement profitable. De la même manière qu'on peut accorder une décharge d'1,5 kg pour les femelles dans certaines courses, ça a permis au moins de pouvoir les lancer, en espérant que dans les années futures, on puisse en voir se hisser. Comme je vous dis, pour moi, les deux postes clés, c'est le top 10. On a vu Marie Velon l'intégrer 2 fois, donc j'aimerais en voir plus dans le top 10, et j'aimerais voir un arc de triomphe avec 6 ou 7 femmes au départ. Et là, on pourra dire que la partie est gagnée. Surtout que dans l'arc, on n'a pas de décharge, a priori, puisque dans les groupes, il n'y a pas de décharge. On a vu Marie Velon avec Irésine s'illustrer à un très bon niveau sans cette décharge. Donc on peut dire également que ça permet peut-être cette décharge de lancer les femmes jockeys et ensuite de les amener à un niveau qui leur permette de se faire connaître et de se faire respecter pour leur talent. Guillaume, avec nous on a Coralie Paco qui est une des femmes jockeys les plus performantes actuellement dans la discipline du plat. Coralie, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Déjà on va prendre de vos nouvelles parce que vous vous êtes blessée il y a quelques semaines. Comment allez-vous ? Écoutez, ça va, je suis en période de rééducation. C'est un peu compliqué avec les 2 mois d'immobilisation pour le talon et l'os naviculaire. La cheville est un peu figée et j'essaye de reprendre en mobilité et de la force pour revenir sereinement à cheval. Vous pensez être de retour quand avec la Kazakh ? Écoutez, j'aimerais en fin de semaine, mais ça sera sûrement fin de semaine ou début de semaine prochaine si la rééducation se passe bien. Je vais tous les jours au kiné, je fais beaucoup de piscine et des cours de renforcement musculaire, donc j'espère que ça va avancer très vite. Bon, on vous le souhaite. Je rappelle que vous faites partie des meilleurs. Hein. Combien de victoires vous avez à ce jour, Coralie, à peu près ? J'en ai 396. C'est précis. J'étais proche des 400, mais oui, parce qu'on me l'avait dit, tu vas faire ta 400e à Cagnes, et puis malheureusement, j'ai chuté, donc j'espère la faire bientôt. Bon, voilà, c'est formidable. Parlez-nous un peu de votre expérience. Donc, on parle de l'évolution de la place des femmes, bien sûr, dans le monde des courses. Parlez-nous de votre expérience. Comment tout ça a commencé chez vous ? Pourquoi vous avez fait ce choix professionnel ? Écoutez, moi, je voulais faire un métier dans les chevaux. J'aimais la compétition, j'aimais la vitesse et les chevaux de course étaient bien dans ce thème-là, on va dire. Après, j'y connaissais vraiment rien parce que dans ma famille, personne ne fait partie du cheval. Maintenant, j'ai fait l'école des courses hippiques et dans ma tête, c'était soit jockey, soit rien. Je pense que je me suis un peu mentalisée là-dessus et j'en suis très fière aujourd'hui d'avoir réussi parce que c'est pas facile. Même si, comme on voit, la place des femmes a quand même évolué et j'espère qu'elle va rester comme ça et elle va continuer de progresser. C'est quoi le point fort des femmes jockeys selon vous ? J'aime pas utiliser cette expression de femme jockey parce que pour moi il n'y a que des jockeys, mais justement quand même je suis obligé de faire la différence. Et à votre avis, qu'est-ce qui fait que les femmes performent et même parfois performent mieux que les hommes ?
Bah écoutez, je pense qu'avant tout, il ne faut pas oublier que c'est une course de chevaux et qu'il faut avoir un feeling avec le cheval, avec l'animal qu'on a sous les jambes. Il faut avoir un lien et on remarque que des fois, il y a des femmes qui sont beaucoup plus performantes avec un certain cheval et pas des hommes. Il y a des chevaux comme des vieux chevaux qui ont besoin de reprendre du moral et pas besoin d'avoir énormément de force, se faire violenter. Et des fois, on est assez forte pour ça. Je pense qu'on a chacune nos caractéristiques. Je pense que les hommes ont chacun leurs caractéristiques aussi. Et c'est ce qui montre qu'avant tout, c'est quand même une course de chevaux et que c'est surtout un lien et un feeling qu'il faut avoir avec le cheval. Pendant que vous parliez, on a vu quelques illustrations. On a vu Nashua monté par Holly Doyle qui a gagné le prix de Diane. On a vu, là on voit Camille Lévesque avec Kit Kat. On peut noter que Nathalie Henry a gagné le prix du président de la République au trot à Vincennes avec Migraine. On a vu également Marie Vélon avec Irésine dont parlait tout à l'heure Jordan. Je me tourne un instant vers vous, Guillaume, avant qu'on retrouve une nouvelle fois Coralie. C'est magnifique. C'est magnifique et moi j'ai débuté dans cette filière en voyant Holly Doyle gagner le prix de Diane et je me suis dit on est en train de changer, il vient de se passer quelque chose, je regrettais juste qu'elle soit britannique et pas française. Le prix de Diane qui est la course de pouliche par excellence au galop, remporté par une femme, on y était. Donc on a prouvé qu'une femme était capable de gagner ce type de grande course et on doit maintenant gagner beaucoup plus. Je souhaite à Coralie de revenir prochainement et d'en gagner encore beaucoup plus et beaucoup de grands prix. Vous prenez aujourd'hui les courses écoles qui sont l'antichambre des courses professionnelles, dans le top 3 au trot et au galop, parce que souvent on me dit oui, il y en a au galop grâce à la décharge, décision qui a été difficile à prendre, mais qui porte ses preuves. Mais au trot aujourd'hui, dans le top 3 du classement des courses écoles, 2 jeunes filles. Même chose au galop, dans le top 3 du classement des courses écoles de galop, 2 jeunes filles. Dans le coaching, on en parlera un peu plus tard pour jeunes jockeys, jeunes et apprentis jockeys qu'on a monté à la FASEC avec Thierry Jarnet, 50% de jeunes filles en licence apprenti et jeune jockey. On n'a pas mis de seuil, on a regardé les candidats. Très bien. Et d'ailleurs, pour rebondir rapidement juste sur ce que dit Guillaume, au trot, on a Lana Henry, notamment même au trot attelé. On a vu beaucoup de jeunes filles au trot monté s'illustrer ces dernières années. Vous avez parlé de Nathalie Henry, qui était peut-être l'une des pionnières, mais on en a vu de plus en plus. Et maintenant au trot attelé avec Lana Henry. Donc, même sans cette fameuse décharge au galop, effectivement, les femmes arrivent à briller dans la filière trot. Et je vous raconterai juste une anecdote. Super vite. Super vite. Un entraîneur cantilien aujourd'hui à la retraite, à la veille de cette dernière course au Japon, me dit, voyant sa pouliche passer, me dit, vous voyez, elle aurait jamais dû voir le Japon, cette pouliche. J'ai changé sa cavalière du matin, elle était montée par un homme. Je l'ai donnée à la main d'une femme et elle va courir un groupe 1 au Japon grâce à elle. C'est magnifique. Et on voit ici quelques informations chiffrées sur la présence des femmes donc, dans le monde des courses. Les femmes entraîneurs, donc, qui, vous le voyez, sont pas encore très représentées au trot, mais sont quand même bien représentées au galop. Coralie, une dernière chose avant de vous laisser. En un mot, parce qu'on est très en retard, quel conseil vous pouvez donner à une jeune femme, une jeune fille qui a envie de faire ce métier aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle doit avoir comme qualité? Mais je pense qu'il ne faut rien lâcher. Il faut garder le rêve qu'on a tous en tête. Mais je pense que ça, c'est pour les femmes comme pour les hommes, oui. Parce que pour les apprentis hommes, c'est très compliqué aussi de faire sa place. Le métier n'est pas facile. On a du mal à ouvrir nos portes à la jeune génération. Donc je pense que pour tout le monde, c'est un peu le même conseil. Il ne faut rien lâcher. Il faut travailler. Le travail paye toujours et il faut rester droit et il faut surtout rien lâcher pour moi. Très bien. Merci Coralie. Vivement la 400e. Voilà. Merci. À très vite. Allez, on enchaîne avec Guillaume. Justement, on va parler de lui, de vous, de la FASEC, etc. Alors Guillaume, depuis le début de l'émission, on a quand même parlé de la FASEC. Je pense que nos amis téléspectateurs sont bien dans l'ambiance. Un mot déjà, on va vous présenter une carte de France avec différents sièges, liens de la FASEC un peu partout donc sur le territoire. Et si vous pouvez nous expliquer ce que représente cette carte? On va vous la mettre tout de suite. Vous allez pouvoir nous parler de l'organisation. En fait, l'organisation de la FASEC, elle part d'un principe qui est assez clé. Autour d'un cheval de course, il y a toute une équipe. Et la FASEC, c'est l'acteur derrière le rideau qui va aider les acteurs, les entraîneurs, les salariés, les jockeys, dans sa dimension d'emploi, qui a été voulu par les présidents des sociétés de course lorsqu'ils ont changé de directeur à la FASEC, remettre l'emploi au cœur du dispositif, le recrutement, comme l'a dit Gaby tout à l'heure, aussi l'évolution des pratiques en entreprise, et on le voit sur cette carte avec notre entité AFASEC recrutement et notre siège basé à Chantilly qui sert l'emploi pour toutes les écuries. On va ensuite avoir une dimension autour de la formation, on en a beaucoup parlé, on associe la FASEC à ça, et c'est les 5 académies en propre
de la FASEC. Mais ce qui est très important et l'évolution depuis 3 ans, c'est d'avoir 5 académies partenaires au sein du réseau Espoir en course qui maillent parfaitement le territoire pour répondre aux besoins des enjeux. On a 5 écoles de formation, ce que disait Coralie tout à l'heure, école des courses hippiques, AFASEC Academy, Graigne en Normandie, Gouvieux, Grosbois, Calas-Cabriès et Mont-de-Marsan. Mais vous voyez, on n'est pas dans les pays de la Loire. Donc on va partenariser avec le CFA Agricampus de Laval, qu'on voit sur cette carte. On va partenariser avec les MFR, la MFR de Mornan, dont est issu Théo Briand, qui courait son premier groupe 1 cet après-midi, la MFR de Poincé, la MFR de Vimoutier, pour avoir un maillage territorial complet et répondre à ces besoins des écuries. Et puis ensuite, AFASEC Service, on l'a vu sur les cartes, et AFASEC Conseil, qui sont là pour accompagner le développement professionnel de tous les talents. En tout cas, c'est une organisation très carrée pour permettre à tous ces jeunes de réaliser leurs ambitions. Et ils sont aidés aussi en cela au quotidien par des professionnels de grand talent. On a reconnu Thierry Tuliez, on a Thierry Jarnet qui a rejoint votre équipe récemment. Exactement. L'un des enjeux qu'on a avec notre directrice de la formation sur la formation, c'est de répondre en premier lieu, de façon générale à la FASEC, c'est de répondre aux besoins des écuries. On est là et on existe pour les écuries, pour servir l'emploi dans les courses. Et donc, dans le domaine de la formation, on a 3 axes. Plus de sport, plus de culture, plus de pratique. Et pour avoir de la culture des courses, c'est pouvoir avoir accès à ceux qui font ou ceux qui ont fait les courses. Thierry Tuliez nous a rejoint à la FASEC de Gouvieux et Thierry Jarnet nous a rejoint plus récemment sur un projet de coaching d'apprentis jockey. Mais derrière ces figures visibles, les formateurs techniques de la FASEC, ce sont des anciens salariés d'écurie de course qui très souvent ont fait la FASEC eux-mêmes par avant. Et donc l'idée d'aller travailler avec Thierry Jarnet et Thierry Tuliez, c'est aussi de montrer tous les autres salariés qui sont derrière et de réouvrir les portes aux entreprises, aux entraîneurs. Ce qu'on peut dire, Julien, c'est que la FASEC forme bien sûr au métier de jockey, mais forme à d'autres métiers dans l'univers de cheval et des courses en particulier. Exactement, c'est très important à l'heure actuelle puisqu'on se rend compte que finalement être jockey, très peu accèdent à ce Graal, disons, pour le faire, pour se rémunérer durablement dans cette position. Donc il existe beaucoup d'autres métiers comme garçon de voyage, cavalier d'entraînement, lad, palefrenier, enfin tous ces métiers. Et évidemment, il est très important d'avoir une bonne formation. On voit ici quelques chiffres. Les entraîneurs, puisque la licence d'entraîneur public et d'entraîneur particulier est la formation est diligentée par la FASEC et on l'a fait là aussi évoluer pour répondre aux enjeux de ces chefs d'entreprise. On voit quelques chiffres actuellement on peut commenter. On voit en tout cas qu'il y a un beau taux de réussite à l'examen, qu'il y a donc beaucoup d'élèves apprentis qui sont issus de la FASEC, plus 10% depuis 2022. Jordan, aujourd'hui c'est l'univers hippique, il faut le dire à tous ceux qui nous regardent et aux jeunes qui nous regardent, où on a besoin de talent. Donc c'est vrai que dans des secteurs où on n'a malheureusement pas toujours la place pour accueillir des gens, chez nous, oui. Et justement, la question que je voulais poser à Guillaume, c'est comment rendre finalement cette filière plus attractive, parce que les travaux manuels ont peut-être un petit peu perdu de leur aura, on va dire, au fil des décennies. On arrive aujourd'hui avec cette filière hippique, des courses hippiques. Voilà, c'est un métier particulièrement difficile. Coralie Pacaud le rappelait à l'instant, voilà, il ne faut rien lâcher. Et beaucoup peut-être peuvent être découragés par la difficulté de ce métier-là. Comment on fait pour rendre finalement plus attractif le métier du cheval et du cheval de course en l'occurrence? On a vraiment 3 enjeux aujourd'hui à FASEC sur l'emploi. Évidemment, vous l'évoquez, je vais venir dans un instant, l'attractivité. Mais Gaby l'a dit aussi tout à l'heure, la fidélisation du personnel. Quand la filière va perdre un salarié sur 4 cette année, ça veut dire qu'il faut, pour vous maintenir à flot, que vous alliez en chercher 1 sur 4 en attractivité. Et ça, c'est un enjeu, il ne faut pas le nier. Même si ces métiers sont exigeants, les conditions de travail, la technologie, les outils RH, si on souhaite évoluer, on a créé le label Bien-être au travail avec le Conseil des chevaux de Normandie, dans cette idée-là, sans être donneur de leçons, d'accompagner les entreprises à dire comment est-ce que je peux faire différemment, qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui est moins fort et sur quoi je peux travailler pour améliorer et fidéliser mon personnel et le développer. Le développer, c'est lui offrir aussi des parcours de carrière. Une fois que je suis cavalier d'entraînement, qu'est-ce que je peux faire après ? Pour revenir sur la question de l'attractivité, je suis arrivé il y a 4 ans dans cette filière, on en parlait hors plateau. Je ne savais pas que les courses hippiques manquaient de main-d'œuvre, étaient en pénurie de main-d'œuvre. Et la première chose que j'ai dit aux équipes de la FASEC, c'est tout le monde sait que l'armée de terre recrute. Parce que vous avez des A4 dans le métro, des pubs à la télé qui disent l'armée de terre recrute depuis 10 ans. Et l'armée de terre l'a fait parce qu'elle était dans la même situation que nous. Donc ça a été la démarche d'aller chercher un maximum sur le territoire français et puis aussi en dehors de France, en Inde, à Madagascar, au Venezuela, le personnel qui avait envie de travailler, sans mentir sur l'emploi. Et donc on a élargi ce que j'appelle cette assiette de recrutement en formation à l'emploi qui nous permet aujourd'hui d'être beaucoup plus sélectif dans les profils. Là, il y a 2 ans à la FASEC, on prenait 85% des gens qui venaient nous voir.
L'année dernière, c'était 65%. L'objectif cette année, c'est 50%. Pour s'assurer qu'on ne se plante pas, donc d'en prendre 1 sur 2, pour s'assurer qu'on a vraiment des gens qui sont motivés. Mais je peux vous promettre que ce métier, pour le voir régulièrement le matin, il attire encore énormément. Et pas que sur l'amour du cheval, sur l'exigence qu'il implique. Parce qu'il offre une beauté, il offre une belle rémunération, en premier lieu, à même niveau de qualification. Il offre la possibilité de voyager, il offre la possibilité de découvrir et de vivre des émotions, de vivre de l'adrénaline que des métiers plus standards comme la logistique, le transport, le BTP que je connais très bien, n'offrent pas. C'est un métier qui a du sens. Et ça, ne nions pas qu'aujourd'hui la jeune génération est en vraie quête. Les générations qui arrivent sur le marché de l'emploi, les millennials, sont en quête de ce sens. Oui, et de sens à l'emploi, de se dire ce que je vais faire. Les courses qu'on voit là, celui qui a travaillé à l'écurie, il est fier de son travail. Et sans dénigrer encore une fois ces métiers de cariste ou autres que je connais très bien parce que c'est ma précédente vie professionnelle, quel sens vous avez à la fin de la journée quand vous rentrez et quand vous allez allumer la télé et là vous allez voir que votre cheval a gagné à Cagnes, a gagné à Chambord. D'ailleurs on voit souvent les jockeys, je pense à Ludovic Philippon qui après la victoire de Sobriquet a tout de suite cité la cavalière d'entraînement qui s'appelle je crois Marie et qui l'a félicité pour son travail et je pense que ça doit être gratifiant effectivement pour le personnel d'écurie. Julien. J'ai 2 questions pour vous Guillaume. La première, le principal reproche qui est fait à la formation AFASEC par les formateurs c'est de parfois avoir les élèves qu'on perd pendant 15 jours ou 3 semaines qui ne montent pas du tout à cheval et au moment où ils doivent revenir aux écuries, on a l'impression qu'ils ont perdu tout ce qu'ils avaient appris à l'avance. On a l'impression que la formation n'est pas très adaptée par rapport à d'autres sports-études. Et la deuxième question, c'est de l'autre côté, si on se place du point de vue formateur, qu'est-ce que peuvent faire les formateurs, qu'est-ce que pourraient faire de plus les formateurs pour que les élèves aient de plus en plus envie de venir à la FASEC pour rejoindre les écuries? Concernant la première question, déjà vous avez tout à fait raison, nous ne sommes pas un sport-études au sens technique du terme. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, on est une formation d'enseignement agricole. À la différence d'un sport-études, nos élèves viennent, les parents envoient leurs élèves pour obtenir un bac, pour obtenir un CAP. On est contraint par des référentiels de formation du ministère de l'Agriculture. Ce qui nous oblige à avoir un rythme d'alternance de 50-50. On est les premiers frustrés de ne pas pouvoir les envoyer plus en écurie. On est les premiers frustrés de ne pas pouvoir les faire plus monter à cheval parce qu'on est persuadé que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est le combat, façon de parler, qu'on mène auprès du ministère de l'Agriculture quand on rencontre Elisabeth Borne qu'on a une chance de gagner selon vous? C'est la première chose que je lui ai dite. Je lui ai dit, Madame la ministre, comment est-ce que vous pouvez faire pour que ce plafond de nombre d'heures... Voilà. À côté de ça, on développe beaucoup de choses. Je vous le disais tout à l'heure, on a 3 axes, plus de sport, plus de culture et plus de pratique. Comment est-ce que sur la base du volontariat, hors cursus de formation, hors horaire de formation, un élève peut aller monter un lot le matin, peut aller monter le week-end. Comme des cavaliers amateurs ont la liberté de pouvoir le faire pour se développer et s'entretenir. Voilà ce sur quoi on essaie de travailler sur ce sujet du sport-études, mais on est dans cet univers contraint des référentiels de formation, de bac et de CAP qui imposent aussi de faire des heures d'histoire et des heures de maths. Guillaume, il y a beaucoup de choses à dire. On a vu pas mal de chiffres passer pendant le moment où vous étiez en train de parler, qui sont très intéressants, qui montrent l'importance, en tout cas en termes d'emploi, de cet univers des courses. Je vais donner un conseil à tout le monde, c'est d'aller sur le site de la FASEC, de prendre des renseignements si vous êtes jeune, si vous êtes même moins jeune, parce qu'il y a aussi des possibilités pour des gens moins jeunes d'adhérer, d'aller dans cet univers des courses, on peut le dire en 30 secondes. En 30 secondes, on offre à Graignes, à Mont-de-Marsan, des formations pour un public adulte en 1 an. Et puis on offre des formations pour les salariés d'écuries de course, aussi en formation continue. La formation est un droit fondamental depuis 2019. Si on veut faire monter en compétences, si on veut faire évoluer ses salariés, on peut les envoyer en formation à la FASEC. Et puis on a besoin des professionnels. On a la chance de travailler avec la EDG, avec l'AEP, avec le SEDJ, avec Stéphane Meunier, avec François Xavier, pour faire avancer. Et on a besoin que les professionnels viennent vers nous et témoignent dans nos journées portes ouvertes, dans nos stages de sélection, de leur métier, de leur pratique. Nos portes leur sont ouvertes. On veut vraiment, on l'évoquait tout à l'heure avec Benjamin Goetz, vraiment les faire témoigner parce que c'est eux les plus pertinents à parler et à venir sélectionner les futurs jeunes. Bon, en tout cas, on sent que vous êtes passionné, que vous connaissez bien votre sujet. On pourrait faire 2 émissions, je pense, sur cette thématique. Allez sur le site de la FASEC, renseignez-vous, prenez contact et puis voilà, venez dans le monde des courses. Il y a du travail et il y a des gens passionnés et des belles émotions à vivre. On enchaîne et on va parler d'émotions tout de suite avec le pêle-mêle. Alors, on va parler des pépites de Julien. Attention Julien, vous avez plein de pépites cette semaine, vous êtes un chercheur d'or. C'était la réouverture du gazon notamment à Saint-Cloud et on a eu un très beau programme avec, il me semble, j'allais dire pas prématurément, mais des choses qui sortent. Alors faites-nous un petit regroupement de pépites.
Eh ben, on a Will Defend qui... On va voir les images ou pas? Oui. D'accord. On a Will Defend qui va... On a voulu vous faire plaisir. Donc on voit mardi Will Defend qui débutait à une cote très très basse, 1,60, et elle a confirmé les bruits qui faisaient que cette cote était très basse en s'imposant vraiment facilement. Après, c'est une pouliche qui a un petit physique mais qu'on voit vraiment s'envoler pour finir. Et Turi Lerner. Hein. Exactement. Ouais, c'est la sœur de New Look, montée par Christophe Soumillon, qui a montré un peu de qualité pour Carlos Sagan Lerner. Deuxième pépite. Une magnifique pouliche qui courait à Saint-Cloud dans le prix Rose de Mai jeudi, qui a failli être Alors on a eu pris les images juste un petit peu après, mais qui a dû se lancer dans la corde à l'entrée de la ligne droite, et en 2 foulées, elle a fait largement la différence et elle s'impose en toute quiétude. Une magnifique pouliche qui avait débuté 3 semaines auparavant sur la PSF de Chantilly et là s'impose dans un terrain très collant. Donc elle a l'air d'être très polyvalente et recourra sûrement une course à Elle est très bien née puisque c'est une souche verte et mère. Hein. La mère, je pense que la deuxième mère c'était baladeuse et c'est une nièce d'aventure et de left end, donc elle est vraiment très bien née. Et moi personnellement de cette séquence-là, je crois que c'est ma préférée. Très bien, on continue. Tito Mosen qui courait aujourd'hui le Maurice Caillot, une étape toujours difficile de monter de catégorie en ayant débuté. Alors certes, il avait gagné très facilement à Méden, un cheval qui a une action très vers le bas, très américaine et qui a un énorme abattage et qui a fait parler encore une fois sa grande tenue en s'imposant encore une fois relativement facilement. Son jockey dit qu'on n'a pas trop de sensations dessus, mais il n'empêche qu'il a doublé très facilement son gagnant et qu'on le reverra en bon terrain dans les bonnes courses. Prenez des notes, Guillaume, parce que là, vous avez actuellement peut-être ceux qui vont faire le spectacle tout au long de l'année au plus haut niveau. Hein. Vous avez peut-être les futurs gagnants du Diane ou d'autres courses. La 4e. Nolan qui continue aujourd'hui son parcours victorieux depuis qu'il est arrivé chez Christophe Ferland. On l'avait laissé sur sa victoire dans le prix Saonois à Cagnes où il s'était imposé très facilement, et là il est passé sans regarder à côté de Tribalis qui certes n'était pas dans ses meilleures conditions puisqu'il lui rendait beaucoup de poids et que c'est probablement pas un cheval avantagé par la PSF et qu'il rentrait, mais Nolan continue à s'envoler, peu importe l'opposition, peu importe la corde et probablement les surfaces, même si c'est un vrai cheval de bon terrain, il continue à éblouir son public. Cheval de groupe 1, je continue à le penser. Oui, c'est vrai qu'il a été impressionnant et c'était vraiment une semaine très intéressante puisqu'aujourd'hui encore il s'est passé encore quelque chose. Ouais, un petit cheval à un profil très particulier, Candalari, qui a débuté il y a à peine 3 mois par Frankel avec une super souche maternelle. Cheval qui a débuté pour le coup à une cote un peu d'outsider et qui là en 3e course se permet lui aussi de battre double major, meilleur stayer français, plusieurs fois vainqueur de groupe 1 notamment du Royal Oak, et qui en 3e course, regardez l'impression qu'il fait pour finir, c'est vraiment fantastique. Sans qu'il peut refaire 500 mètres en plus. Ça colle en plus parfaitement avec le timing d'un groupe 1 qui a été créé cette année, le prix Vicomtesse Vigier, qui sera au mois de mai, où on devrait revoir possiblement les 2 premiers de cette course-là. Très bien, vous créditez votre compte PMU et vous jouez les 5 régulièrement, ça devrait bien se passer. On reconnaît là. Voilà, exactement. Bon, Lazat un peu décevant cette semaine, malheureusement. Bon, on en reparlera, on espère que ce sera mieux la prochaine fois. Il a fait une rentrée discrète 4e. Et puis on va parler de Cheltenham. Cheltenham, ça démarre. Et oui, ça y est, on y est. C'est vrai que c'est un moment toujours privilégié, Julien. Toujours à une effervescence terrible du public anglais, même du public français qui continue à se passionner pour cet événement de l'obstacle. On a beaucoup de chevaux FR qui concourent là-bas et c'est toujours un grand match entre l'Irlande et l'Angleterre, même si l'Irlande a vraiment nettement pris le dessus ces dernières années. Donc toujours un grand spectacle et avec multiples courses de groupe 1. Et beaucoup de partants aussi, ça donne le spectacle. Et Alexandre Léger. Et oui, aussi, également, surtout. Qui sera de la partie. Donc 2 courses tous les jours sur Equidia et tout 100% sur Equidia Racing. Vous savez, c'est magnifique, je crois qu'on est à peu près à l'heure. C'était chaud, mais on y est arrivé. Merci Jordan, merci Julien, Laurent. Merci Guillaume. Et je ne dirais qu'une chose pour conclure, allez sur le site de La Facette et surtout, venez dans cet univers des courses pour les vivre courses hippiques recrutent. toutes ces émotions. C'est la bonne formule pour finir. Merci à tous, à très bientôt.